messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal, le sommaire. Plus question de laisser les pirates dicter leurs lois sur les eaux maritimes béninoises. Les forces navales et acteurs de la justice se sont retrouvés pour élaborer une stratégie. Les blogs étaient très rares sur Internet il y a quelques années, mais aujourd'hui, pratiquement tout le monde en possède. Qu'est-ce qui explique cette croissance fulgurante et quelle est l'utilité d'un blog? La réponse dans ce journal. L'atteinte de l'objectif zéro faim dans le monde passe par l'accès des femmes à la terre. Des acteurs de la société civile béninoise y travaillent. Merci de votre fidélité. Nous démarrons ce journal par une brève en page sport. CAN Égypte 2019. Les différents groupes sont désormais connus. Le Bénin se retrouve dans le groupe F avec le Cameroun, le Ghana et la Guinée-Bissau. Le tirage au sort a eu lieu ce vendredi au cours d'une cérémonie en Égypte qui accueille cette compétition pour la 5e fois de l'histoire. Et nous revenons au Bénin, le Bénin qui affûte ses armes pour lutter contre la piraterie et la criminalité maritime. Une stratégie et des mesures juridiques seront bientôt mises sur pied pour en découdre avec les pirates des eaux béninoises. Les forces navales et acteurs de la justice se sont retrouvés à cet effet. Ernest Tétégou, Patrick Adjagbodjo. La piraterie maritime à combattre à tout prix. Un défi majeur pour le Bénin. Les défis à relever, c'est de faire en sorte que nos eaux soient sécurisées. Et lorsque je parle de eaux sécurisées, il faut faire en sorte que les attaques ne surviennent plus. Le plus gros défi aujourd'hui, c'est que notre législation s'adapte aux actes de banditisme qui ont cours dans la plupart des eaux du golfe de Guinée, et plus particulièrement dans les eaux du Bénin. Entre 2008 et 2011, le Bénin, comme la plupart des pays du golfe de Guinée, a connu son lot d'attaques de piraterie maritime, plusieurs pertes en numéraire. Et depuis lors, des mesures draconiennes sont prises. Le budget de la marine a été quadruplé. Les zones de sécurité sont établies. Les navires sont régulièrement enregistrés. Les forces navales s'entraînent périodiquement et les radars côtiers sont installés un peu partout sur la chaîne portuaire. La pêche illicite représente 1,3 milliard de dollars de pertes annuelles pour les pays du Golfe de Guinée. Et donc sur ce plan-là également, de nombreuses mesures sont en train d'être prises, notamment le renforcement du cadre légal pour l'exercice des activités de pêche au Bénin. Il y a également un mécanisme qui se met en place pour la protection de nos ressources halieutiques. Des mécanismes qui vont permettre à nouveau au Bénin de faire efficacement face à la menace de la criminalité maritime. Cette rencontre, une première à Cotonou, vise à jeter les bases du cadre juridique béninois. Experts du secteur de la justice et des eaux marines y consacrent 72 heures. La faiblesse du cadre juridique s'observe dans la plupart des pays du Golfe de Guinée. Et je crois que le Bénin vient de faire ainsi un grand pas en réunissant dans ce creuset opérationnels et juristes. Et nous nous en félicitons. Un grand pas de franchi pour mieux sécuriser non seulement les côtes maritimes béninoises, mais aussi pour traduire en justice les fraudeurs. Diffuser des informations sur une plateforme avec des sujets de son choix, c'est l'un des avantages qu'offre le blog aux blogueurs. Qu'est-ce qu'un blog? Comment devient-on blogueur? Et quel est l'apport d'un blogueur au sein de la communauté? Élément de réponse avec Edwige Agossou et Rebecca Adjinankou. Blog est une plateforme de production de contenu qui donne la possibilité à des lecteurs de venir réagir sur ces contenus. Le blogueur, c'est en fait celui qui a ce site web-là, qui met du contenu et qui entretient un lien de relation avec les lecteurs ou bien les visiteurs de sa plateforme. Pour devenir blogueur, il suffit juste de le vouloir. Donc il n'y a pas de conditions particulières parce que c'est une pratique assez démocratique et très ouverte. N'importe qui peut aller sur Internet, taper en 5 minutes, créer un blog. C'est une pratique qui peut être rémunératrice parfois.
On prend réellement la posture d'un blogueur lorsqu'on a atteint un niveau, une ampleur où vous avez des gens qui viennent vous lire et qui sont influencés par les contenus que vous mettez en ligne. Donc c'est aux blogueurs de se donner une ligne éditoriale. Sinon, il n'y a pas de restriction. La ligne éditoriale doit être précise, ou la forme aussi doit être précise. Si vous faites des vidéos aujourd'hui, demain vous faites des photos, après demain vous faites des caricatures, vous ne serez pas vraiment complet, vous serez dispersé. Les qualités aussi, ça dépend de la forme que vous utilisez pour bloguer. Un blogueur qui veut faire du contenu éditorial, il doit savoir forcément écrire. Il faut qu'il ait un très bon style rédactionnel, éviter les fautes de grammaire, d'orthographe. Il faut qu'il soit aussi original. Le blogueur doit forcément être original et avoir un style personnel. Donc il doit mettre de la personnalité dans son contenu. Il faut forcément avoir des qualités pour monter vos vidéos. Si vous avez une connaissance en une matière, vous pouvez alors aller bloguer sur cette matière-là. Le blogueur peut être victime d'attaques pirates informatiques, donc peut-être pour mettre hors ligne son site. Ça peut aller loin aussi vers des attaques physiques, des gens qui peuvent vous agresser physiquement. On a déjà vu dans d'autres pays à l'étranger où des blogueurs ont été condamnés, agressés, ou bien qui ont été même tués parce que voilà, on les connaît pour leur activisme, pour leur engagement en politique ou bien dans d'autres matières. Autre élément dans ce journal, selon le dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, des menaces planent sur l'atteinte de l'objectif Faim zéro à l'horizon 2030. Des acteurs de la société civile béninoise se mobilisent pour rendre cela possible pour eux. La réponse réside dans l'accès des femmes à la terre. Ulvaeus Balogun pour plus de précision. Dans le monde, 821 millions de personnes, soit une personne sur 9, se couchent l'estomac vide chaque soir. Un constat contre lequel la communauté internationale s'est engagée en décidant d'éliminer la faim et toute forme de malnutrition dans le monde d'ici à 2030. Une vision salutaire définie dans l'objectif de développement durable numéro 2. Faim zéro, c'est de mettre en place des politiques, de mettre en place des infrastructures et de former des gens, les populations, de manière à faire que la nourriture soit accessible, soit disponible et soit de qualité. La nourriture accessible, ça veut dire qu'il y a des routes, des infrastructures routières qui existent pour que là où la récolte est, qu'on aille la chercher et la mettre à la disposition des populations. Accessibilité aussi, c'est de faire en sorte que chacun ait les moyens financiers. Ceux qui n'ont pas la terre pour produire, aient les moyens financiers pour acquérir la nourriture. La disponibilité, c'est que la nourriture existe à tout moment de l'année. L'éradication de la faim et de la malnutrition constitue alors un enjeu majeur dont le défi est de rendre les systèmes alimentaires et agricoles durables, ce qui pose la problématique de l'entrepreneuriat agricole. Si nous savons qu'aujourd'hui, environ 40% de notre population continue de vivre sous le seuil de la pauvreté, alors que nous avons des terres qui ne demandent qu'à être exploitées. Nous avons la possibilité de produire suffisamment pour l'autosuffisance alimentaire, mais pour revendre aussi, pour atteindre un certain niveau de développement. Du coup, cela va sans dire que nous gagnerons beaucoup plus à retourner à la terre. Et si la terre est le socle pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, son accès continue d'être une équation difficile, surtout quand il s'agit des femmes. L'atteinte de cet objectif de faim zéro à l'horizon 2030, cet objectif ne peut pas se réaliser sans l'accès des femmes à la terre. Parce qu'en réalité, 50% de ce que nous consommons est produit par les femmes. Du coup, permettre aux femmes d'avoir accès à la terre, c'est tendre vers l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. On a encore, dans nos manières de faire, dans nos manières de réfléchir, des barrières par rapport à l'accès des femmes à la terre, par exemple. La femme n'a pas droit d'hériter la terre de son père ou de sa mère. Selon des études diligentées par la Fondation Konrad Adenauer dans l'Atlantique et le littoral, seulement 18% des femmes ont accès à la terre. L'illogisme, si je peux parler comme ça, c'est que c'est la femme qui cultive et qui nourrit, qui met à la disposition de la population plus de 50% de la nourriture que nous mangeons. Imaginez par exemple qu'elle ait accès à 30%, à 40% seulement. Vous voyez combien elles vont produire? Nous serons un grenier dans la sous-région. Si nous permettons à 100% de femmes
de bénéficier, de jouir de leurs droits, c'est que nous devrons tendre vers l'horizon 2030 à cet objectif-là d'éradiquer la faim dans le monde. L'approche genre apparaît alors comme la solution, d'où la nécessité de l'intégrer dans les politiques, programmes et projets liés à l'agriculture, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. En Égypte, le démarrage du projet gazier Saf Dissouk sera potentiellement reporté. Le projet prévu pour démarrer au second semestre de cette année risque de connaître un léger retard en raison des conditions commerciales définitives pour le programme de production anticipée du champ qui ne sont pas encore remplis. Le programme prévoit entre autres que la phase initiale de la production va démarrer avec la location d'une installation de production et de traitement. Malheureusement, le contrat pour cette installation n'est pas encore conclu. Saf Dissouk est un important projet gazier susceptible d'atteindre un débit de production totale de gaz de 60 millions de pieds cubes par jour, un volume qui devrait renforcer l'offre locale. Saison des pluies en Côte d'Ivoire, l'opération de déguerpissement des populations logées dans les zones à risque a commencé. L'objectif est de les protéger et éviter les dégâts en cas d'inondation. Reportage Grâce Kando. Cet engin marque le démarrage de cette opération de déguerpissement des populations du quartier Fanny, cité Béni, dans la commune de Yopougon. Le site nous a été vendu par les chefs du village Agban-Atier. C'est le vendredi qu'on a reçu la mise en demeure de partir sans délai. Donc nous, on a fait une réunion avec tous les villageois. Et puis aujourd'hui, on a envoyé une délégation au plateau pour aller rencontrer ceux qui nous envoyaient les papiers là. Pendant qu'ils sont là-bas, on apprend que les machines sont là. On n'a pas eu le temps d'avoir un autre aussi de recasement. On ne sait pas où il faut aller, les enfants. On est avec les enfants ici, ils vont à l'école. On est dans le quartier, ça va, mais s'ils ont cassé vraiment, on ne sait pas où il faut aller. On ne sait même pas où il faut mettre la tête. Selon l'Office national de l'assainissement et du drainage, ces populations sont installées dans une zone inondable du barrage écrêteur du Banco, une cuvette de rétention des eaux pluviales. Un barrage écrêteur, c'est un ouvrage qui est construit pour contrôler les débits de l'eau, pour éviter les dégâts en aval. Donc le barrage est construit à la lisière de la forêt du Banco et dans son fonctionnement normal, il est fait pour arrêter l'eau et créer une zone d'inondation en amont. Et ce quartier est situé dans la zone qui est censée être inondée dans le fonctionnement du barrage. Si la zone est inondée, c'est eux qui seront inondés, donc c'est en premier lieu pour les protéger. Des actions similaires seront menées dans d'autres communes du district d'Abidjan, selon l'Office national de l'assainissement et du drainage, pour éviter des dégâts en cette saison des pluies qui s'annonce. Fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis.